La mort qui a fissuré un empire, Konga Mobutu, Bruxelles 1992. Une nuit froide s'abat sur Bruxelles. Les rues sont presque vides. L'air est lourd, silencieux, trompeur. Soudain, un bruit déchire l'obscurité, un moteur puissant, lancé à toute vitesse, comme s'il voulait fuir quelque chose d'invisible. Au volant, un jeune homme persuadé que le monde n'a jamais su lui dire non. Quelques secondes plus tard, le fracas. Le métal se tord. Le silence retombe. Et loin de là, en Afrique centrale, un homme qui a gouverné pendant plus de 30 ans sent, pour la première fois, que tout peut lui échapper. Voici l'histoire de Konga Mobutu. Et comment sa mort, sur une route européenne, a accéléré la chute intérieure de Mobutu Sese Seko. Naître dans l'ombre du pouvoir absolu. Konga Mobutu n'est pas seulement le fils d'un président. Il est le fils d'un système. Dès sa naissance, il est enveloppé par une certitude, celle que le pouvoir est naturel, héréditaire, presque biologique. Son père, Mobutu Sese Seko, a transformé le Zaïre en une extension de sa volonté. Il n'y avait pas de séparation entre l'homme, l'État et la nation. Tout portait sa marque, les billets de banque, les journaux télévisés, et même l'imaginaire collectif d'un peuple de 40 millions d'âmes. Grandir dans cet univers signifie grandir sans limite. Konga apprend très tôt que l'argent n'est pas un problème, que les frontières sont flexibles et que les erreurs peuvent être effacées. Autour de lui, des adultes obéissants, des gardes armés, des diplomates complaisants. Le monde se plie, encore et encore. Au cœur de ce système, la famille est sacrée. Pour Mobutu, ses fils sont les piliers de sa propre immortalité politique. Si Kongulu est le bras armé, l'enforceur redouté surnommé Vimbe, Konga est celui en qui le maréchal voit peut-être une jeunesse qu'il ne veut pas perdre. Mais cette enfance dorée est aussi une prison invisible. Car lorsqu'aucune règle ne s'applique, il devient impossible d'apprendre la retenue. Le danger n'est plus perçu comme réel, mais comme abstrait. Pour un fils de dictateur, la loi de la physique est la seule qui ne peut être corrompue. C'est cette leçon, tragique et brutale, que la route belge se chargera d'enseigner. L'Europe comme terrain de jeu. Comme beaucoup d'enfants de dirigeants autoritaires, Konga est envoyé à l'étranger. L'Europe offre l'anonymat, le prestige, et une distance confortable avec les réalités du pouvoir. Bruxelles devient un point d'ancrage presque symbolique. Ancienne capitale coloniale du Congo belge, la ville incarne à la fois le passé et l'exil. C'est ici que les élites zaïroises viennent dépenser les richesses extraites du cuivre et des diamants, dans une sorte de retour de bâton historique où l'ancien colonisé devient le client roi des boutiques de l'avenue Louise. Dans les quartiers chics, Konga mène une vie rapide. Voiture de sport, fêtes, cercle privilégié. Il vit comme si le temps n'était pas une contrainte. Et surtout, comme si la chute n'existait pas. Pour ces « princes de la République », Bruxelles n'est pas une ville étrangère, c'est une aire de jeu privée où les excès sont la norme. Les bolides de luxe ne sont pas des outils de transport, mais des extensions d'un ego gonflé par le culte de la personnalité qui règne à Kinshasa. Pendant ce temps, au Zaïre, la situation se dégrade. La guerre froide est terminée. Le mur de Berlin est tombé, et avec lui, l'utilité stratégique de Mobutu. Les États-Unis et l'Europe n'ont plus besoin du maréchal comme rempart contre le communisme. Les aides diminuent. Les critiques augmentent. À l'intérieur du pays, le mécontentement explose. La conférence nationale souveraine tente de briser le carcan de la dictature. Deux mondes coexistent, celui d'un père qui s'accroche à un pouvoir vacillant dans la moiteur de l'Ubangui, et celui d'un fils qui brûle la vie sous les néons de Bruxelles sans regarder derrière lui. 1992, l'année du basculement. L'année 1992 est charnière. Les manifestations se multiplient à Kinshasa. Les chrétiens descendent dans la rue le 16 février, une marche réprimée dans le sang. Les soldats, mal payés, se mutinent, pillant les commerces pour survivre. L'autorité de Mobutu, autrefois incontestable, est désormais ouvertement défiée par des figures comme Étienne Tshisekedi. Pour la première fois, le régime paraît vulnérable, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Mais à Bruxelles, cette fragilité semble lointaine. Konga continue de vivre comme si rien ne pouvait atteindre sa famille. Et peut-être que, paradoxalement, cette insouciance est une fuite. Une manière de nier l'effondrement qui commence. Lorsqu'on s'appelle Mobutu en 1992, on sent que le vent tourne. La vitesse devient alors un symbole. Rouler vite, c'est dominer. C'est décider du rythme de sa propre existence quand le monde politique, lui, semble échapper à tout contrôle. C'est refuser de ralentir pour réfléchir à l'inévitable fin de règne. La nuit de l'accident. Cette nuit-là, tout est réuni pour le drame. Une voiture de sport puissante, symbole de la réussite insolente du plan. Une route humide, typique du climat belge, où le bitume devient une patinoire invisible. Un excès de confiance, fruit d'une vie où l'on a toujours eu le dernier mot. Le moteur rugit, non pas comme un moyen de transport, mais comme une déclaration. Je suis vivant,
je suis libre, je suis intouchable. Konga n'a que 23 ans. À cet âge, on se croit éternel, d'autant plus quand on porte le nom de l'homme qui se fait appeler le Messie. Mais la mécanique est indifférente au titre de noblesse. Puis, l'erreur. Une seconde suffit. Un virage mal négocié, une fraction de seconde de distraction. La voiture dévie. Le choc est violent, sans appel. Le métal allemand se froisse comme du papier contre l'infrastructure belge. Les secours arrivent rapidement, sirènes hurlantes dans la nuit bruxelloise, mais la réalité est implacable. Konga Mobutu est mort. Il n'y a pas de garde prétorienne pour arrêter la mort. Aucun discours. Aucun symbole politique. Juste un corps sans vie, dans un pays qui n'est pas le sien, loin des palais de marbre et des honneurs militaires du Zaïre. L'annonce qui traverse les continents. La nouvelle voyage lentement, puis d'un coup, avec la brutalité d'un éclair. De Bruxelles à Kinshasa. Des ambassades au palais. Lorsqu'elle atteint Mobutu dans sa résidence de Gobadolit, elle n'est accompagnée d'aucun protocole. Il n'y a rien à contrôler, rien à maquiller. On dit que le maréchal a reçu l'information en silence, un silence qui a duré des heures. Les témoins parlent d'un homme figé. Le dictateur, habitué à tout maîtriser, à jouer avec les nerfs de ses ministres et des chefs d'État étrangers, se retrouve face à l'irréversible. Cette perte n'est pas stratégique. Elle n'est pas un pion perdu sur l'échiquier politique. Elle est absolue. Konga était son benjamin, le reflet d'une lignée qu'il espérait voir perdurer. À partir de ce moment, quelque chose change profondément dans la psychologie du léopard. La confiance absolue en son destin, ce sentiment d'être choisi par les ancêtres, disparaît. La méfiance augmente. Mobutu se replie. Sa santé, déjà fragile, commence à se dégrader plus rapidement. Il gouverne encore, mais mécaniquement. La flamme de l'ambition semble s'être éteinte sur l'asphalte de Bruxelles. La mort de son fils devient une blessure invisible qui influence chaque décision, chaque hésitation. La dynastie sans héritier clair. Konga incarnait un futur possible. Même s'il n'était pas le dauphin désigné, il faisait partie de cette réserve de sang neuf dont le régime avait désespérément besoin pour se réinventer. Sa disparition à 23 ans rend la succession incertaine. Le régime, déjà fragilisé par les pressions internationales et la crise économique, perd un pilier symbolique. Désormais, Mobutu gouverne comme un homme assiégé, non seulement par ses ennemis politiques, mais par la mort elle-même. Les discours se durcissent, mais ils sonnent creux. Les compromis disparaissent. La violence politique augmente, mais elle n'est plus stratégique pour bâtir l'avenir. Elle est défensive, une réaction animale d'un pouvoir qui sent sa fin proche. Le Zaïre reflète l'état intérieur de son dirigeant. Désorganisé, instable, épuisé par le poids d'un deuil impossible à porter publiquement. Le deuil interdit. Les dictateurs ne peuvent pas se permettre le deuil public. Pleurer, c'est admettre une faille. C'est montrer que l'on est un homme comme les autres, soumis aux mêmes tragédies que le citoyen lambda qui meurt de faim dans les rues de Kinshasa. Mobutu garde donc le silence, cachant sa douleur derrière ses lunettes fumées et sa toque en peau de léopard. Mais ce silence pèse sur tout l'appareil d'État. Les proches évoquent un homme hanté par l'accident de Bruxelles. Les nuits deviennent interminables dans le palais de Gobadolit, surnommé le « Versailles de la jungle ». La maladie, un cancer de la prostate, progresse. L'isolement s'intensifie. Mobutu se tourne de plus en plus vers les croyances, la mystique, cherchant dans l'irrationnel une explication à la perte de son fils et à l'effritement de son empire. Pendant ce temps, le monde se détourne. La mort de Konga ne provoque pas d'émotion internationale. Pour les chancelleries occidentales, c'est un fait divers, le rappel tragique de la vie dissolue des élites du tiers-monde en Europe. Rapidement oubliée par la presse, cette mort est traitée avec une indifférence qui agit comme une humiliation silencieuse pour le maréchal. Lui qui se pensait le centre du monde réalise que pour le reste du globe, la vie de son fils ne vaut pas plus qu'une brève dans un journal local. La chute finale. En 1997, 5 ans après l'accident, Mobutu est chassé du pouvoir par les troupes de Laurent-Désiré Kabila. Il fuit. Il n'est plus président. Il n'est plus l'homme fort. Il n'est plus qu'un ancien dirigeant malade, errant d'un pays à l'autre, cherchant un asile que même ses anciens amis, français ou belges lui refusent. Le Zaïre change de nom et devient la République démocratique du Congo. Le monde tourne la page de 32 ans de dictature. Mobutu meurt peu après au Maroc, loin de son pays, loin de ses palais. Mais pour comprendre cette fin solitaire, il faut revenir à Bruxelles, à cette nuit de 1992. À cette voiture lancée trop vite. C'est là que le ressort s'est cassé. Pourquoi cette histoire résonne encore? La mort de Konga Mobutu dépasse le cadre d'un accident tragique. Elle révèle la fragilité des empires fondés sur l'excès et la peur. Elle rappelle que le pouvoir, aussi absolu soit-il, ne protège pas de la perte la plus intime. Que les dynasties, même celles qui se croient divines, ne sont pas immortelles face au hasard. C'est une histoire sur l'illusion du contrôle.
Sur un homme qui pensait pouvoir modeler l'histoire de tout un continent, mais qui n'a pas pu protéger ce qui comptait le plus, son propre sang. Parfois, les empires ne s'effondrent pas dans le bruit des armes ou sous les cris des révolutionnaires, mais dans le silence d'une route étrangère, un soir de pluie. Et c'est peut-être pour cela que cette nuit de 1992 continue de hanter la mémoire de ceux qui ont connu l'ère Mobutu. Parce qu'elle nous rappelle une vérité universelle. Le pouvoir peut tout acheter, les consciences, les terres et les hommes, sauf le destin.